Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue sur notre chaîne entièrement dédiée à Dai no Daiboken. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre analyse du 10e épisode de Dragon Quest, la quête de Dai intitulée En route vers Papnica, qui a été diffusé le 5 décembre 2020 et reprend les événements couverts durant la fin du chapitre 31 jusqu'à la fin du chapitre 35. Cet épisode couvre l'arrivée de Dai et de ses amis dans le royaume de Papnica, assiégé par l'armée des immortels. Couvrant près de 5 chapitres, il est assez dense et nous permettra de découvrir l'ensemble des légats à la tête de chaque corps d'armée, en particulier le personnage de Yunkel. Le storyboard de ce 10e épisode est l'œuvre de Tsukenori Oomari qui avait dessiné celui de l'épisode 3. Miki Komuro se charge de la réalisation. Elle avait déjà participé à Dai no Daiboken en tant que simple animatrice sur les épisodes 1 et 5. Si elle n'a pas une grande expérience en tant que réalisatrice, elle compte cependant dans son CV l'épisode 5 de la saison 3 de l'Attaque des Titans, celui du procès de Erwin, qu'elle a animé quasiment toute seule, n'étant assistée que de cleaners chargés de remettre au propre ses esquisses. La direction de l'animation a été confiée à Ichiro Ogawa, qui n'est pas vraiment habitué à rester travailler longtemps sur une série et préférant prendre des contrats là où on a besoin de lui. Par exemple, il a participé à Naruto, Doraemon, Major, Lupin 3 ou encore Gunshiken. Dans l'industrie de l'animation, c'est une pratique habituelle de confier à des externes les épisodes sans grande importance. D'ailleurs, pour la première fois depuis le début de cette nouvelle adaptation, le scénariste a changé. Cette fois ce n'est pas Katsuhiko Shiba qui s'est occupé des dialogues, mais Katsuhiko Sumisawa qui cet automne est aussi en charge de la structure scénariste d'une autre excellente série, Yasha Hime, la suite d'Inuyasha. Véritable vétéran de l'industrie, il s'occupa de ce rôle également sur Gundam Wing, Sayuki ou encore les 135 premiers épisodes de Naruto. Il est maintenant temps d'analyser cet épisode. Comme d'habitude, quelques changements ont été réalisés. De façon générale, la mise en scène est fidèle mais manque de tension durant quelques scènes clés, comme nous allons pouvoir le constater ensemble. Allez, c'est parti. L'épisode débute suite à la victoire de Dai sur Crocodile. Nous ne l'avions pas mentionné lors de notre analyse de l'épisode précédent afin d'éviter tout spoiler potentiel, mais il est intéressant de mentionner qu'une page entière du manga a été retirée dans cette adaptation, dans laquelle Crocodile était placé dans un cercueil par des fantômes de l'armée de Zaboera. Dans l'épisode précédent, c'était un faucon d'or qui recueillait le corps inanimé du chef de la meute des carnassiers. Ce changement semble plus logique dans le feu de l'action. Toutefois, la version originale proposait une direction qui mettait davantage en valeur Zaboera et sa capacité à tirer les ficelles de toutes les situations. De plus, l'utilisation du cercueil était évidemment un clin d'œil à la série du jeu Dragon Quest. En effet, quand un de vos personnages meurt, il se retrouve dans un cercueil que vous devez d'ailleurs avoir avec vous jusqu'à sa résurrection. Il aurait été intéressant de voir les deux scènes étant donné que l'une n'empêche pas l'autre. Le petit héros et ses amis sont félicités par le roi de Romos pour sa victoire sur Crocodile. Dans le manga, le souverain prend également la peine de mentionner explicitement le courage de ses soldats qui ont aussi valeureusement défendu leur royaume. Dai refuse qu'on lui attribue le titre de héros parce qu'il considère qu'il n'est pas encore assez fort pour prétendre à ce statut, et Brass fait part de sa fierté pour celui qui l'a recueilli. Le roi offre alors à l'équipe de nouveaux équipements placés dans les coffres. Là aussi, on peut aussi y voir un clin d'œil aux jeux vidéo, les châteaux étant souvent une excuse pour visiter les salles de coffres et s'emparer de leur contenu à l'abri des regards, comme les faux héros quoi. C'est l'occasion de découvrir les nouveaux équipements de la troupe. Pour Dai, sa cape change de couleur par rapport au design d'origine. Elle passe de rose à un rouge bordeaux, ce qui fait écho au design de Roto, le héros de Dragon Quest 3. Dans les années 90, sa cape était rose, alors que dans le design récent de Toriyama, elle était rouge. Dans la version de 91 de l'anime, sa cape était blanche. Il dispose aussi d'une nouvelle épée en acier, d'un bouclier en fer, ainsi qu'un plastron en acier. Cette évolution dans les métaux portés sont classiques dans l'univers de Dragon Quest, et les amateurs apprécieront ce détail type RPG. Pour Pop, c'est aussi sa cape qui change de couleur, passant d'une teinte orangée à la même teinte rouge bordeaux que Dai, cette fois-ci avec un intérieur violet. Dans l'anime de 91, il arborait des couleurs bleu foncé qui tranchaient moins bien avec son costume.
Notre mage préféré obtient également une nouvelle canne magique qui semble d'ailleurs légèrement plus grande que celle dans le manga. Comme elle a été forgée dans un métal très solide, elle peut être utilisée comme une arme de mêlée. Mam obtient quant à elle une tenue de voyageuse rose, dont les couleurs n'ont pas été changées et elle garde ses armes, à savoir son pistolet et sa lance. De façon générale, les changements de couleurs sont assez bien trouvés, permettant d'avoir un design plus moderne sans choquer par rapport au matériel d'origine, même si la cape de Dai surprendra les habitués de l'ancienne adaptation. Ce n'est pas le seul changement que subissent les héros, puisque leur combat leur a permis de gagner des niveaux comme les RPG classiques. Ainsi, Dai passe du niveau 15 au niveau 18, Pop du niveau 18 au niveau 20 et Mam du niveau 20 au niveau 22. Merci donc Crocodile pour l'expérience accumulée. Lors de leur représentation au public, on peut y voir l'équipe des faux héros qui reconnaît à quel point Dai a fait des progrès. Quant à Mazofo, il est satisfait que Pop ait pu se comporter comme un héros. La mise en scène permet de présenter à ravir l'amitié qui unit l'équipe, et les plans sont très réussis, notamment le personnage de Pop qui est très bien mis en valeur. On pourra regretter l'absence de la reprise de la planche de fin de chapitre représentant la petite troupe qui était vraiment sympa. Dommage, elle était dans l'anime de 91 et marquait un tournant dans l'aventure de Dai. La scène suivante tranche radicalement avec cette ambiance légère puisqu'elle nous présente le nouveau corps d'Adlar ainsi que son apprentissage du sort Begiragon, le plus puissant sort de type Jira. Le matériel d'origine est assez bien respecté en jouant sur les ombres et présentant Adlar afin de ne pas tout de suite montrer la marque noire qu'il arbore sur son visage. Toutefois, dans l'ancienne adaptation, le travail sur son visage était largement plus poussé et mettait bien plus en valeur sa nature maléfique, notamment avec l'utilisation de yeux rouges et d'arrière-plan très caractéristiques de cette époque. L'ambiance générale était bien plus pesante. Pour autant, les dessins représentant l'évolution d'Adlar sont aussi très réussis, en particulier quand il demande à ce que les différents légates soient réunis à la forteresse de Roche-Démon. Loin de tout cela, Brass est rapatrié sur l'île de Darmlin. C'est un des changements importants qui a été réalisé dans cette adaptation. Dans le manga, Brass discute avec les soldats qui seront là pour assurer sa protection en attendant le retour de Dai. Évidemment, ça peut prêter à sourire car on n'imagine pas quelques soldats pouvoir empêcher l'armée du mal de s'emparer une nouvelle fois de Brass. Mais c'est en tout cas le ressort scénaristique qui avait été trouvé pour les en empêcher. Ici, c'est vraiment dommage de ne pas montrer cela, car on imagine que Brass reste seul avec les autres monstres sur l'île, alors que ce n'est pas le cas. De plus, dans l'anime de 91, on pouvait voir les soldats faire sortir Brass d'un tube magique sur la plage de Darmlin. C'est comme cela qu'il a été déplacé afin de s'assurer qu'il ne soit pas de nouveau la proie de l'influence maléfique. Autant de scènes présentes à la fois dans le manga et l'anime de 91 qui n'ont pas été reprises ici. Dommage car l'une et l'autre permettaient de bien comprendre ce qui arrivait à Papy Brass. L'équipe peut continuer son aventure sur un bateau prêté par le roi de Romos en direction de Papnica. Dans les Dragon Quest, l'acquisition d'un bateau est souvent synonyme d'un changement profond dans l'aventure. Et ce passage n'est donc pas anodin, il parlera forcément aux joueurs de la série. Les réactions de Pop sont savoureuses, notamment lorsqu'il est apeuré d'un Cimmérien. Son changement de faciès est vraiment drôle et se réapproprie très bien sa réaction dans le manga. Les railleries de Mam allaient très bien également, et elles sont très bien retranscrites par rapport à la planche d'origine. Le capitaine du navire présente les différents continents de l'univers de Dai no Daiboken et indique que celui d'Okia, là où réside Papnica, est aux proies de la terrible légion des immortels. Certains plans sont d'ailleurs assez étranges, notamment lorsque Pop se moque de la relation de Dai avec Leona. On a peine à reconnaître son visage à ce moment-là, et cela tranche d'ailleurs radicalement avec le manga ou même l'anime de 91. L'épisode joue avec le chaud et le froid en nous faisant passer de scènes très légères à des scènes bien plus violentes. Avec l'apparition de Flazar, le légat de la Légion du Feu et de Glace, on pouvait imaginer le pire lors de son introduction, étant donné qu'il brûle et glace deux soldats en même temps. Il n'en est rien et le passage est réussi. La mise en scène visant à couper l'écran en deux a d'ailleurs été reprise de l'adaptation de 1991, et cela-ci à ravir au personnage.
Flazar est doublé par Toru Nada, que l'on pouvait voir dans différents rôles. Jiraiya, jeune, dans Naruto et Naruto Shippuden, Nuke Saku, JoJo Bizarre Adventure Stardust Crusader, Rikido Satu, Boku no Hero Academia, Granny Sigmund dans Saint Soul of Gold. Un travail de censure a une nouvelle fois été opéré lors de la présentation de ce légat. On ne voit pas Flazar briser en morceaux un des soldats, ni le cadavre calciné de l'autre comme c'est le cas dans le manga. On le voit toutefois achevé de loin, c'est donc un juste milieu appréciable et cela réussit à nous montrer à quel point il sera un terrible adversaire. On peut constater qu'une texture particulière faisant penser à la lave est présente sur la partie brûlante de son corps. C'est assez réussi, mais nous espérons que lors de ces grands moments, un travail plus abouti sur les flammes sera réalisé. De la même façon, il n'y a aucune animation sur les brûlés-gels et sur les brûle-flammes. Cela aurait été quand même plus efficace de présenter des effets de glace ou de flammes sur leur corps. Dommage. Convoqué par Adlar, nous retrouvons Flazar dans la forteresse de Roche-Démon, en train de regarder le corps de Crocodile dans un fluide régénérant. La traduction de l'anime indique que ses chances sont faibles, tandis que le manga nous précise un taux de succès de 50%, ce qui est quand même plus optimiste. Dans la planche d'origine, Crocodile semble presque coupé en deux, mais la censure reste cependant très peu présente sur le plan présenté dans l'anime, ce qui est une bonne nouvelle. Un personnage très important est également introduit, à savoir Baran, le légat de la Légion des Dragons. Nul doute que beaucoup d'entre nous l'attendaient avec impatience. Celui-ci est doublé par Shu Ayami, que nous avons pu découvrir dans les rôles divers tels que Zarbon dans Dragon Ball Z, Sasuke Aizen dans Bleach, Vanilla Ice dans JoJo Bizarre Adventure Stardust Crusader, Bayan dans Saint Seiya ou encore Orson dans Les Chroniques de la Guerre de Lodos. Impassible, Baran annonce Flazar et Zabuera que le royaume de Ringaya a été vaincu par ses troupes, ce qui stupéfait les autres légats. Quand on connaît la brutalité de Flazar et la perfidie de Zabuera, leur réaction face à la puissance de Baran fait froid dans le dos. Les légats sont ainsi presque tous réunis et constatent l'étendue de la puissance du nouveau corps d'Adlar. Les dessins sont réussis et respectent à merveille le travail d'origine de Koji Inada. On peut également voir et entendre pour la première fois Mistburn, comme son nom l'indique, un personnage mystérieux doublé par Takehito Koyatsu. On le connaît pour différents rôles notables tels que Dio dans JoJo Bizarre Adventure, Earth dans Super Dragon Ball Heroes, Aokiji dans One Piece, Radamant dans Saint Seiya le Junikyu, Veronica Natsu dans Saint Seiya The Lost Canvas. On peut constater que les couleurs de ses épaulettes ont été changées. Apparemment, le rose n'est plus tendance dans la quête de Dai. Là encore, il a été remplacé par le rouge bordeaux. Adlar annonce qu'il voulait réunir tous les légats pour en finir avec Dai, mais Vern, l'empereur du mal, en a décidé autrement et a demandé à Yunkel, le légat des immortels, de s'en occuper. Flazard s'enflamme lorsqu'il apprend la nouvelle, considérant Yunkel comme un vulgaire humain, tandis que Mistburn considère que seuls les ordres de Vern sont importants. Les différentes réactions sont assez intéressantes. On peut constater que Flazard est d'un naturel très brutal, tandis que les autres légats sont bien plus posés. Dai arrive finalement à Papnica et s'aperçoit que toute la ville est dévastée. Dans cette adaptation, le temps est mauvais, permettant de marquer l'ambiance générale du lieu. Tandis que dans l'anime de 91, il faisait un temps superbe, ce qui n'était pas forcément compatible avec le contexte. Ils sont très vite accueillis par quelques squelettes qui seront vaincus par le slash-terre d'un inconnu. Le rythme qui va nous accompagner jusqu'à la fin de l'épisode va être très soutenu, peut-être trop, étant donné que la tension a à peine monté et que l'ambiance autour du nouveau personnage n'a pas le temps d'être développée. Dans le manga, quand Pop dit qu'il y a une sale tête, Mam lui répond « Ah, t'es bien placé pour juger les gens à leur tête, toi ». Cette réplique a disparu, laissant ainsi disparaître un passage humoristique et pourtant très évocateur vis-à-vis de la relation entre les deux personnages. Malgré les doutes de Pop, qui note en particulier l'allure lugubre du fourreau de l'épée de Yonkel, on apprend vite qu'il s'agit d'un disciple d'Avan. Il prouve son identité avec son pendentif. Yunkel est doublé par Yuki Kaji, une superstar actuelle du milieu des seiyuu qui s'est notamment démarquée dans les rôles de Eren Jaeger dans Shingeki no Kyojin, Meliodas Nanutsu no Tessai, Lion Bastia dans Fairy Tail, Koichi Hirose dans JoJo Bizarre Adventure, Shutu Todoriki dans Baku no Hero Academia, Sabitu dans Kimetsu
Noyeba, Yunkel se gausse de la naïveté de l'équipe et fait sortir des squelettes du sol. À ce sujet, plusieurs planches n'ont pas été très bien adaptées dans cette adaptation. En effet, lorsqu'il fait ressortir ses troupes, Yunkel a vraiment une tête de psychopathe. Ça n'est pas du tout le cas ici. De plus, lorsqu'il fait part de son dégoût pour la justice, son regard est beaucoup moins furieux que dans la planche originale. Par ailleurs, lors de sa représentation, à l'origine, il n'y avait pas les autres légats en arrière-plan, mais un squelette terrifiant, ce qui était bien plus marquant. L'ancienne adaptation avait aussi utilisé cette planche, mais sans retranscrire toute la fureur du personnage. Yunkel est donc introduit de façon plus aseptisée que dans le manga, dans lequel il paraissait plus tourmenté, plein de haine et de rancœur. Des temps d'arrêt et l'utilisation de blanc durant les discussions entre les protagonistes auraient permis de créer une meilleure ambiance autour de son introduction. Le fond des échanges reste cependant le même. Yunkel a bien été formé par Avan et il aurait souhaité lui donner la mort lui-même. Dans l'anime de 91, on pourrait dire qu'une direction opposée avait été prise vis-à-vis de la mise en scène, là où cette adaptation crue 2020 se démarque par un rythme très soutenu. L'ancienne traînait en longueur à ce moment-là, Yunkel accompagnait l'équipe dans le château de Papnica. Ces ajouts étaient interminables, heureusement que nous n'y avons pas eu droit également ici. Dai attaque les soldats de l'armée des immortels avec un superbe slash terre qui nous offre un moment bien plus réussi que la planche originale et mettant vraiment bien en avant cette technique. Dans l'anime de 91, cette scène n'avait pas été très esthétique et le travail réalisé ici est vraiment meilleur. Un combat entre Dai et Yunkel et les scènes sont assez réussies. On peut noter que lors de leurs échanges de coups, un passage de la banque d'animation du premier épisode est réutilisé ici. Notre héros enchaîne ces techniques et elles sont toutes contrées. Bien que parfaitement animé dans cet épisode, le slash terre ne présente aucun danger pour le terrible Yunkel. Cette scène montre à quel point cette technique est rapide et c'est une belle réussite de l'épisode. D'ailleurs, l'anime de 91 montrait aussi bien cette sensation de vitesse. Acculé, Dai utilise sa botte secrète, la Van Strache, qui restera lui aussi sans effet. L'impuissance de Dai face à cet adversaire conclut l'épisode. Une fin un peu osée puisqu'elle ne correspond ni à une fin de page ni à une fin de chapitre dans le manga. Ceux qui ont lu le manga attendaient cet épisode car nous y faisons la connaissance des 6 généraux. Si en effet esthétiquement ce n'est pas le plus bel épisode de la série, il parvient néanmoins à nous présenter les quelques généraux absents. Nous pouvons encore une fois féliciter le casting de la série. Takehito Koyatsu est plus que prometteur en tant que Mizworld et on a vraiment hâte de l'entendre davantage sur l'éminence grise des armées du mal. Il faut bien comprendre là que sa toute première phrase, qui symbolise à merveille le personnage, aura une importance plus tard dans la série. Même chose pour Baran et ce via le cultissime show Ayami. Au niveau des points positifs, très peu de scènes censurées sont présentées ici. Même le plan où apparaît le corps de Crocodile est plutôt fidèle au manga, et l'introduction de Flazard a utilisé des idées intéressantes, notamment de plans éloignés pour contourner le problème de scènes trop explicites. L'épisode adapte une quantité importante de chapitres, à tel point qu'on aurait presque pu s'attendre à y voir à la fin un Yunkel revêtir sa fameuse armure. Mais les échanges entre Dai et Yunkel sur la fin du combat rassurent quant à la qualité technique, notamment lorsque Dai effectue de grands déplacements pour atteindre son adversaire, là où la première partie de l'épisode semblait assez pauvre. La présentation de Yunkel est si rapide qu'elle met malheureusement de côté le travail de mise en scène autour de son introduction. Sa fureur et sa haine semblent vraiment moins marquées. Ainsi, une montée en tension plus efficace aurait été la bienvenue, avec l'utilisation de blancs et de plans larges durant la discussion pour créer une ambiance pesante. Le nouveau corps d'Adlar pourra probablement surprendre ceux qui découvrent cette œuvre via cette adaptation. Il est plus que probable que Riku Sanjo et Koji Nada souhaitaient à ce moment-là relooker l'apparence du roi du mal, peut-être parce qu'il était devenu moins impressionnant que ses généraux à ce moment-là. Allez savoir. La bataille qui oppose Dai et l'armée des morts vivants est amorcée, et on espère toutefois que l'adaptation prendra davantage le temps pour la mise en scène et certains passages, mais hélas, on en doute fort. La profondeur des personnages
pâti de ce rythme effréné, et même si les nouveaux venus n'y verront probablement pas un mal, les amateurs historiques de la série risquent de trouver dommage d'aller aussi vite durant certaines scènes clés. Cette 10e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'aurez appréciée, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux respectifs qui sont en lien dans la description. Prenez soin de vous, chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.